l'arrondissement de Niaguis. Un militaire blessé par une mine lors de cette opération qui devrait permettre un retour des populations à Mbissine et Bidjalouma. Le procès de Lamine Diack devrait s'ouvrir ce matin à Paris. L'ancien patron de l'athlétisme mondial poursuivi pour corruption, blanchiment entre autres est bloqué en France depuis 5 ans. Les avocats de son fils, Papa Massata Diack, vont demander un renvoi du procès. Et puis à Fatick, plus de 62 000 masques collectés par les femmes de la région. Le projet Une femme sans masque cible les populations vulnérables. Direction Ziguinchor, où les habitants de Mbissine et de Bidjaloum devraient pouvoir retrouver leur village dans les prochains jours. Ces localités de l'arrondissement de Niaguis ont été reprises par l'armée, mais il faudra encore du temps pour sécuriser totalement ces zones abandonnées. Lamine Ba. En quelques semaines d'opération, l'armée occupe enfin les positions très stratégiques de Bidjaloum-Manjaak et Mbissine. Le contrôle de ces localités semblait indispensable à la sécurisation de cette zone, condition préalable avant d'envisager tout mouvement retour vers les localités abandonnées. Richard Biram Faye, sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis. Il y a de cela 1 mois et demi, voire 2 mois. On a installé la base militaire de Bidjaloum-Manjaak dans la commune de Poutoupa-Kamakunda. L'armée est déjà là-bas. Et récemment, il y a de cela 3 semaines, normalement au moins de 1 mois, l'armée a pris la position de Mbissine, qui sont 2 points stratégiques dans la sécurisation de la Casamance. Le maire de Adiane, Ibrahima Djidjou, confirme la conquête de ces nouvelles positions par l'armée et espère qu'elles sont le début du retour des déplacés qui ont abandonné leur localité depuis le début des années 90. La zone sud-ouest du département de Ziguinchor est aujourd'hui complètement sécurisée. Des endroits de passage maintenant que l'armée a récupérés pour ne plus permettre aux bandes armées quand même de pénétrer dans la zone sénégalaise et de sortir comme elles l'auraient souhaité. Nous pensons que cette fois-ci, en tout cas, ce serait la bonne. Si les positions sont reprises aux mains des bandes armées, elles sont loin de rassurer les déplacés qui manifestent le désir de retourner vers leur localité d'origine. Malamine Djedjou, déplacé du village de Mbissine. Les militaires qui sont là-bas en train de sécuriser. Ils nous ont demandé il y a maintenant d'aller les aider à nettoyer la zone. Mais nous avons quelque part reçu des menaces des combattants. Comme quoi, c'est les populations de Mbissine qui sont allées à Ziguinchor pour amener l'armée dans la zone. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de cette opération de sécurisation de Mbissine qu'un des soldats a sauté sur une mine hier. Il a été grièvement blessé et admis en soins intensifs à Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. C'est finalement ce matin que devrait s'ouvrir à Paris le procès de Lamine Diack. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme est poursuivi pour corruption, abus de confiance, blanchiment entre autres. Lamine Diack attend depuis 5 ans ce procès, plusieurs fois renvoyé en France où il est bloqué depuis novembre 2015. Un long feuilleton judiciaire que nous rappelle Soda Chama. L'affaire qui avait éclaté en novembre 2015 avec l'arrestation du président Lamine Diack en région parisienne a généré d'autres dossiers sulfureux qui ont terni l'image du sport. Depuis 2016, la Russie a été sanctionnée pour dopage institutionnel à grande échelle et la justice française est désormais aussi saisie de soupçons de corruption dans l'attribution des Jeux Olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020. Interdit de quitter la France, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme que le parquet national financier accuse d'avoir mis en place une véritable organisation criminelle risque jusqu'à 10 ans de prison. L'un de ses anciens conseillers français, l'avocat Habib Sissé, et l'ancien responsable du service antidopage de l'I2AF, Gabriel Dolé, comparaissent pour corruption passive. Acteur clé de l'affaire, Pape Massata Diack, le fils de Lamine Diack et ancien puissant conseiller marketing de l'I2AF, qui a toujours échappé à la justice française, sera probablement absent. Son avocat à Paris demande le renvoi du procès car ces 2 autres avocats sont bloqués à Dakar par la fermeture des frontières. Une demande examinée ce lundi matin, au premier des 6 jours d'audience, alors que les débats avaient déjà été renvoyés en janvier en raison de problèmes de procédure. Lamine Diack sera aussi jugé pour avoir permis à son fils de s'approprier plusieurs millions d'euros dans les négociations avec les sponsors, soit en imposant des sociétés comme intermédiaires, soit en s'attribuant des commissions exorbitantes. L'enquête n'a pas évalué de montant, mais la Fédération internationale, partie civile comme le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage réclament 24,6 millions d'euros de dommages et intérêts aux prévenus sur ce volet. Soda Cham, pour rappel, un des avocats de son fils, Pape Massata Diack, cité donc dans cette affaire, a dit hier sur RFM qu'ils vont demander un renvoi du procès suite donc à la fermeture des frontières. Lamine Diack, qui était donc également un ancien sportif international, nous avons appris le décès en France
l'absence de l'ancien basketteur Lamine Gueye, ancien joueur du Ndiambour et de l'Asfo. Il a évolué à Amiens, Cluvier et Cergy Pontoise. Lamine Gueye est le frère de l'ancien international Ndongo Gueye. La dépouille est tendue à Dakar ce jeudi et l'enterrement à Touba, nous apprend Abdoulaye Diawa. Nous restons avec la justice. Hissène Habré, lui, déjà jugé et condamné à perpétuité, a retrouvé sa cellule au Cap Manuel. L'ancien président tchadien avait été autorisé à donc regagner son domicile en raison de la pandémie du coronavirus. Un retour en détention qui n'est pas du goût des proches d'Hissène Habré qui parlent d'acharnement. Abdoulaye Diop a parcouru leur communiqué. Madame Habré se dit d'abord étonnée que le juge d'application ait refusé le renouvellement de la permission de 60 jours accordée à son époux, l'ex-président Hissène Habré. En effet, le juge d'application des peines a refusé le renouvellement au motif qu'il fallait réintégrer la prison et attendre un mois avant de formuler une autre demande. Dans son communiqué, elle rappelle que la crise sanitaire qui avait justifié cette permission est toujours là. Pire, elle est à son pic et que selon elle, les risques sont plus graves encore pour la santé du président Habré. Mieux pour Madame Fatim Raymond Habré, après confrontation des textes, la réintégration obligatoire n'existe nulle part et l'article 75 du décret organisant le régime des permissions stipule qu'il est possible qu'une permission programme plusieurs sorties. Autrement dit, on voit bien que l'obligation de réintégrer la prison a été posée par le juge parce qu'elle répond à la commande politique d'un retour en prison, a-t-elle écrit, non sans rappeler dans son communiqué que c'est le même juge d'application des peines qui avait refusé la demande déposée par les avocats demandant qu'un médecin aille soigner le bras cassé du président, et c'est devant le refus obstiné de l'administration pénitentiaire. Ainsi, pour elle, la mise en danger de la vie du président est volontairement organisée. Selon Madame Habré, dans l'affaire de son époux, le Sénégal a failli à ses obligations internationales en échouant d'abord dans l'organisation d'un procès juste et équitable, et en tant qu'État de droit n'a pas pu honorer cette réputation. Dans cette affaire, Madame Habré voit de ce retour en prison un acharnement contre un homme qui ne lui a absolument rien fait, a-t-elle conclu. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Forum civil se prononce sur ce qu'on pourrait donc considérer comme un bras de fer entre le GAIPES et le ministère de la Pêche et de l'économie maritime. L'organisation qui lutte pour donc la transparence exige la publication des licences attribuées au Sénégal depuis 2018. Abdoul Aziz Maliki Bousso est membre du bureau exécutif du Forum civil. Il est joint par Jo Maron. C'est ainsi que nous avons conforté le ministère des Pêches et de l'économie maritime d'aller vers la réalisation dans des délais très rapprochés dont nous dit du pavillon sénégalais et du rejaugeage des bateaux qui interviennent dans nos océans, de publier la liste des licences attribuées entre 2018 et 2019 et en 2020, que ce soit des licences renouvelées ou régularisées, afin qu'on puisse connaître les bénéficiaires éthiques et les catégories de pêcheries qui sont concernées, de finaliser dans des délais appréciables l'enquête sur les autorisations de pêche attribuées sous la gestion de M. Oumar Gueye, de prendre toutes les mesures urgentes contre la fraude exercée par des bateaux d'autres pavillons qui débarquent au Sénégal avec des cartons souvent neutres, de dématérialiser et de revoir les modalités de paiement des certificats sanitaires et de capture qui épousent souvent les contours d'une source de corruption organisée et paralégale, de renforcer l'autonomie du CROD en moyens légaux, financiers, humains et matériels, et de finaliser et d'optimiser son ancrage institutionnel pour lui permettre d'être un aide à la décision de qualité, de poursuivre les efforts pour terminer les travaux de remise en bon état du bateau ITAF-DEM qui permet au CROD de faire les recherches appropriées pour gérer et connaître effectivement l'état de la ressource, d'engager sans délai en évitant les échanges infructueux par voie de presse avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime qui est l'organe de l'État chargé d'appliquer la politique sectorielle en la matière, toutes les discussions utiles à l'amélioration de la gouvernance du secteur au bénéfice des acteurs concernés. C'était Abdoul Aziz Maliki Bousso, membre du bureau exécutif du Forum civil. Pour rappel, hier, CRSEC, le président du GAIPES, le groupement des armateurs industriels de la pêche au Sénégal, réclamait donc une enquête pour faire la lumière sur ces licences qui sont attribuées à des étrangers. Il était dans l'invité du grand jury. En cette journée mondiale justement des océans célébrée ce 8 juin, la Chine est désignée comme l'auteur principal et très critiqué par ses méthodes et pratiques dans une étude. Plus de 500 navires de sa flotte immatriculés dans des pays africains où les moyens de vérification sont très faibles. Les méthodes sont aussi opaques.
RFM a été choisi au Sénégal pour les résultats de l'étude. Makumba Bey. Sur la flotte de 17 000 navires en haute mer de la Chine, 5 fois plus que ce qui était estimé, les 518 sont immatriculés en Afrique selon ODI, Overseas Development Institute. En Afrique, souvent parce que les capacités de contrôle et de surveillance sont limitées. Le Ghana enregistre le plus grand nombre, 137 navires chinois. Au moins 183 navires chinois sont impliqués dans des activités de pêche illégale. La Chine est accusée d'être le plus grand acteur de la crise mondiale que traversent les océans. Elle participe à l'épuisement du stock en poissons. Ces techniques de pêche sont décriées. Plus de 1800 chalutiers opèrent dans des conditions parfois irrégulières, dont beaucoup s'adonnent au chalutage à fond, l'une des pratiques les plus destructrices. Ce qui constitue une menace pour plusieurs pays côtiers dont la sécurité alimentaire dépend largement de la pêche. Là où la Chine compte environ 17 000 navires en haute mer, l'Union européenne en compte seulement 289 et les États-Unis 225 en 2015. Ensuite, la Chine n'est membre que dans 7 organisations de pêche régionales, alors que l'Union européenne en est membre dans 17. L'une des principales recommandations pour l'acteur majeur des océans est d'améliorer l'immatriculation et d'être plus transparent sur les vrais propriétaires de ces navires. Makumba Bey, la Chine, d'où est également parti le coronavirus qui a fini de contaminer la planète. À Fatick, des femmes s'impliquent dans la lutte contre cette pandémie. Elles vont distribuer 62 000 masques aux populations vulnérables de la région dans le cadre du projet Une femme sans masque initié par le ministère de la Femme et de la Famille. Aminata Goudjabi. Les femmes des départements de Fatick, Gossas et Foundiougne se sont massivement mobilisées pour freiner la pandémie de la Covid-19. Elles ont remis aux autorités administratives plus de 60 000 masques collectés elles-mêmes et ces masques de protection seront redistribués aux populations. Thérèse Faye est le point focal du projet Une femme sans masque initié par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. La région de Fatick a collecté 62 300 masques. Donc la contribution de Foundiougne, nous l'avons, la contribution de Fatick, nous l'avons. Et même pour la contribution de Fatick, nous avons reçu ce matin 1000 autres masques que nous avons reçus aujourd'hui. Il nous reste maintenant le département de Gossas. Mais les statistiques que nous avons dans tout le département fait que nous avons mobilisé 62 300 masques. Ce projet Une femme sans masque a été lancé ce week-end à Fatick en présence du gouverneur. Thérèse Faye estime que ce projet est déjà une réussite à Fatick. L'objectif fixé aux femmes de la région a été dépassé. Cette initiative a été lancée par Madame le ministre de la Femme pour impulser un élan de solidarité nationale pour la collecte des masques et le redistribuer au niveau des familles quand même démunies, au niveau des daara, au niveau des acteurs qui sont dans les marchés, mais également toute autre couche qui est dans le besoin. Le calcul que nous avions fait dans le comité scientifique, c'était de voir chaque région, selon la taille de sa population, quel nombre de masques on va lui attribuer avec l'objectif d'1 million qui était ciblé au niveau national. Et Fatick avait un objectif de 50 300 masques qu'on nous avait fixé. Aujourd'hui, on est à 62 300. Et si les femmes ont réussi à collecter ce grand nombre de masques, c'est parce qu'elles ont été appuyées par certains maires de communes ou encore de responsables politiques. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. Aminata, pour atténuer les conséquences économiques engendrées par la crise sanitaire, des vivres d'urgence sont en train d'être distribués aux populations vulnérables. Les populations de 3 communes sur les 11 du département de Dagana ont commencé à recevoir leur part de l'aide. Une distribution rendue difficile par les erreurs sur le registre national unique. Le département attend également de recevoir 63 tonnes de pâtes alimentaires, selon le préfet de Dagana. Ibra Fall, c'est son nom, il est au micro de Mamadou Diagne. Nous avons procédé à un démarrage graduel, progressif, en fonction de la situation de chaque commune. C'est ainsi que nous avons effectivement démarré les opérations pour 3 communes, à savoir Dagana, Ndombo et Gaïa. Et les autres communes suivront. À l'heure actuelle, les opérations de distribution se déroulent correctement. D'ailleurs, au niveau de Gaïa, l'intégralité du quota de la commune a déjà été distribuée. Donc en 2 jours, ils ont pu distribuer aux 501 ménages représentant le quota de cette commune. Donc les opérations se sont déroulées